Bonjour et bienvenue sur Radio Cesseur, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du mercredi 20 novembre 2024. Épisode 99. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Indre. Il est 6h du matin et j'espère que vous allez bien. Au programme d'aujourd'hui, Apple corrige 2 vulnérabilités 0-day exploitées sur des Mac Intel, un administrateur présumé du ransomware Phobos extradé vers les États-Unis, le botnet NGOweb exploité pour alimenter un service proxy résidentiel, un câble sous-marin sectionné en mer Baltique, la Russie suspectée. C'est pas tout à fait vrai, on va regarder un peu. Nouvelle vulnérabilité critique dans Trend Micro, Palo Alto et GLPI, un nouvel outil de craquage SMTP vendu sur des forums clandestins, analyse binaire sous Linux, reverse engineering et découverte de vulnérabilités. Apple a récemment publié des mises à jour de sécurité d'urgence pour corriger 2 vulnérabilités de type 0-day exploitées dans des attaques ciblant les systèmes Mac équipés de processeurs Intel. Ces vulnérabilités, identifiées sous la CVE 2024 44308 et la CVE 2024 44309, affectent respectivement les composants JavaScript Core, WebKit de macOS. La première vulnérabilité, la première CVE, permet l'exécution du code arbitraire via du contenu web malveillant, tandis que la seconde facilite des attaques de type cross-scripting type XSS. Apple a adressé ces failles dans macOS, Sequoia 15.1.1, ainsi que dans iOS 17.7.2, iPadOS. C'est surprenant, on parlait au début que jusque de Mac. Donc ce sont des vulnes 0-day, c'est exploité dans l'environnement Apple, il faut vérifier, il faut surtout patcher. Donc ces vulnérabilités ont été découvertes par Clément Le Signe et Benoît Stevens du Threat Analysis Group de Google. Bravo. Les autorités américaines ont extradé Evgeny Ptitsin, un citoyen russe de 42 ans, depuis la Corée du Sud vers les États-Unis. Il est accusé d'avoir agi en tant qu'administrateur du groupe de ransomware Phobos. Depuis novembre 2020, le groupe Phobos aurait permis à des cybercriminels d'utiliser gratuitement ce ransomware pour affecter des cibles en facturant $300 par clé de déchiffrement, lequel était ensuite revendu aux victimes à des montants variables. Donc grosso modo, ce qu'on apprend surtout dans cet article, c'est que on pouvait acheter un kit complet de ransomware, ça nous coûtait que $300 par victime qui était prête à payer. Donc au début, ça vous coûte 0, c'est-à-dire que la mise de fonds, c'est 0 €. Et une fois que les victimes ont été chiffrées et qu'ils étaient prêts à payer, pour avoir la clé, il fallait payer $300 à ce groupe Phobos. Les procureurs américains estiment que cette opération a généré environ 16 millions de dollars en paiement de rançon. C'est hyper rentable. Ptitsin utilisait des pseudonymes Derksan et Ximermanx, aurait fourni un support technique crucial et géré des portefeuilles de crypto-monnaies associés aux transactions. Donc ça confirme une fois de plus que les groupes de ransomware, ça peut être aussi pour les phishers, etc., ils vont vous fournir un service clé en main. Vous n'avez pas réellement besoin de vous y connaître en technique. Il faut juste avoir un petit peu d'argent pour payer. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu un joueur comme il va au casino. On met une mise de fonds, on s'assoit à la table, et avec un peu de chance, on peut faire 16 millions de dollars à la fin. Le malware NGOweb est utilisé pour alimenter le service de proxy résidentiel NSOX ainsi que d'autres services tels que VN5SOX et ChopSOX5. Selon l'Human Technology, environ 80% des bots de NSOC proviennent du SO-Botnet, ciblant principalement des routeurs SO, donc tout ce qui est à la maison. Donc c'est du Small Office, du Home Office, et des dispositifs IoT, donc ça peut être les caméras, c'est ce genre de choses. Ce botnet maintient en moyenne 35 000 connexions persistantes, donc c'est 35 000 bots actifs quotidiens, avec 40% d'entre eux restant opérationnels pendant 1 mois ou plus. Les dispositifs infectés sont ensuite vendus comme serveurs proxy résidentiels sur des marchés tels que NSOX, permettant aux acheteurs de choisir des proxys en fonction de la localisation, du fournisseur d'accès Internet et de la vitesse et du type de dispositif infecté. ZDNet nous informe qu'un câble sous-marin de télécommunications reliant la Finlande à l'Allemagne a été sectionné dans la mer Baltique, suscitant des soupçons de sabotage. Oui, enfin la dernière fois qu'on nous a dit qu'il y avait des gazoducs qui avaient explosé en pleine mer, on découvre que ce sont des navires ukrainiens qui l'ont fait quand même, c'est pas des Russes. Mais bon, on va rester neutre sur cette annonce. L'opérateur finlandais Signia a détecté la défaillance du câble Célion 1 le 18 novembre 2024 dans la zone économique exclusive suédoise à l'est de la pointe sud de Hollande.
le ministère des Affaires étrangères allemande et finlandaise ont exprimé leur profonde préoccupation, évoquant la menace russe et les risques d'une guerre hybride. Des mesures correctives ont été mises en place et un navire de réparation a été dépêché sur le site, avec une estimation de réparation comprise entre 5 et 15 jours d'après ZDNet. Sauf que quand on lit sous X, qui est une source d'information extrêmement fiable, comme nous le savons tous, on peut voir que sur les sites où on fait du repérage par rapport aux transpondeurs des navires, il y a un navire avec un pavillon chinois qui serait potentiellement la cause, et il est en cours d'interception par 5 navires des gardes-côtes finlandais. À suivre. Dans la rubrique des vulnérabilités, le 19 novembre, soit hier, le CERT-FR a publié des avis de sécurité concernant plusieurs vulnérabilités, dont la première, une vulnérabilité critique dans les produits Trend Micro. Cette faille identifiée sous la CVE 2024-51503 affecte les versions antérieures à la 20.01 de Deep Security Agent et les versions antérieures à la 20.01 de Deep Security Notifier. Elle permet à un attaquant d'exécuter du code arbitraire à distance et de réaliser une élévation de privilèges. Trend Micro a bien entendu publié des correctifs pour remédier à cette vulnérabilité. Le même jour, le CERT-FR a émis un autre avis concernant une vulnérabilité dans les produits Palo Alto. Alors eux, ils mangent. Eux, ça fait 2 semaines, comme on dit, ils prennent. Référencé sous le code de la CVE 2024-9474, cette faille concerne les versions de PanOS antérieures à la 10.1.14H6, en particulier la 10.2.12, la 10.06. Bon, il faut patcher. Parce que cette vulnérabilité, elle est plutôt particulière, elle est exploitée, elle permet une élévation de privilèges, ça veut dire qu'on devient admin de l'équipement. Palo Alto a publié des correctifs, on patch. Et enfin, la dernière du CERT-FR, il y en avait quelques-unes, mais je me suis concentré sur ces 3. Ça concerne GLPI, c'est un outil de gestion des services informatiques, donc c'est tout ce qui vous permet de faire une CMDB, d'avoir votre inventaire, etc. Cette faille est identifiée, il y a 2 failles qui sont identifiées. Et il y en a une qui est sur la CVE 2024-40638, qui affecte les versions 10.0.17. Elle permet l'exécution de codes arbitraires à distance, des atteintes à la confidentialité des données et des injections de codes indirects à distance. Des correctifs ont été publiés, on applique ces correctifs ou on met en place des mitigations. Il faut savoir qu'on trouve encore beaucoup de GPLI, pourtant sur des outils, on a toutes les informations du système informatique, mais disponibles sur Internet. Les gars, c'est des fous furieux, quoi. En novembre 2024, un nouvel outil de craquage SMTP a été mis en vente sur des forums clandestins. Cet outil exploite, vous avez vu, j'ai dit forum clandestin, j'ai pas dit dark web, mais c'est pareil. Cet outil exploite des vulnérabilités dans les serveurs de messagerie pour accéder illégalement aux comptes. Les experts en cybersécurité recommandent de renforcer les mesures de sécurité des serveurs SMTP pour contrer ces menaces d'après SysSecurity. L'article est à lire. C'est intéressant de voir que le SMTP est un très bon vecteur d'attaque. Et quand vous regardez bien les serveurs MX, généralement le MX1, le principal et le secondaire sont plutôt bien durcis. Allez voir le 3e ou le 4e quand ça existe. C'est du vrai legacy. C'est un pur plaisir. Linux Magazine nous propose un article sur le reverse engineering, ce qui est assez rare. Donc ça concerne l'analyse de binaires sous Linux, qui est essentielle pour le reverse et la découverte de vulnérabilités. Elle implique l'examen des fichiers binaires pour comprendre leur fonctionnement interne, identifier des failles potentielles, débugger des problèmes sans accès au code source original. C'est une compétence qui est cruciale, on en parle très peu pour les professionnels de la cybersécurité, ainsi que pour les développeurs. À lire, c'est instructif, c'est quelques pages, c'est du Linux Mag, c'est sympa. Puis ça peut mettre le pied à l'étrier pour ceux qui veulent faire du reverse, qui est vraiment un monde passionnant. Puis c'est quand même plus sympa que de mettre une DLL dans une sandbox et de faire croire qu'on fait du reverse, quoi. Là, c'est du brutasse, c'est cool. Et voilà, ce podcast de Radio Cesseur du mercredi 20 novembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Demain, c'est le numéro 100. Yes! N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Prenez soin de vous. Passez une très belle journée. À demain pour un nouvel épisode. Je pense que si je suis courageux, je vous fais un live sur LinkedIn et sur YouTube. J'ai monté la plateforme. Il faut juste que j'ai le courage de le faire, quoi. Voilà. Mais je vais trouver du temps. En plus, je suis en congé demain. Oui, je sais, c'est pas très cybersécure de dire est-ce que tu es en congé ou pas, mais ouais, il faut en profiter. Au revoir.